BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce club BFM Crypto. Vous le savez, aujourd'hui, on répond à vos questions. Les questions que vous nous avez posées, techniques ou des questions de débutants, sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr, crypto au singulier. Vous nous écrivez, on les récolte et on y répond toutes les semaines. Avec Morgane Ellandue, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Et Manuel Valente qui est avec nous cette semaine, directeur scientifique de CoinHouse. Bonjour Manuel. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir également dans l'émission. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On a plein de questions auxquelles il faut répondre. BFM Crypto, le club, c'est parti. Manuel, il y a Philippe qui vous demande, il existe encore peu de possibilités de payer directement en crypto sans passer par une conversion. Néanmoins, quelques initiatives commencent à émerger, ça reste souvent complexe et ça nécessite des comptes supplémentaires. Est-ce qu'on peut s'y préparer, nous demande-t-il? Alors, on peut dire qu'il y a aujourd'hui deux grosses barrières à l'adoption des paiements en crypto. La première, c'est la volatilité du monde de la crypto, et la deuxième, c'est justement, comme le souligne l'auditeur, le fait d'avoir besoin d'avoir des wallets spécifiques. Alors, ces deux problèmes, ils sont en fait en voie d'être résolus. Le premier, c'est la volatilité. Évidemment, quand je suis un commerçant, si je reçois un paiement en crypto et que le cours de la crypto chute de 5% en une journée, je suis pas très content, même si l'inverse peut éventuellement se produire. Donc, ce qu'on voit, c'est très clairement une explosion des paiements via des stablecoins. Sur l'année 2025, on a quand même vu 33 000 milliards de dollars de paiements en stablecoin, donc c'est vraiment en explosion extrêmement rapide. Donc le paiement en stablecoin, c'est vraiment une très très bonne option pour les paiements en crypto. La deuxième, donc, c'est la problématique d'avoir un wallet particulier. De plus en plus d'exchanges et d'entreprises vous proposent de pouvoir payer directement avec leur application. Et sinon, le plus simple et ce qui est en train de s'imposer à l'heure actuelle, ce sont les cartes bleues avec un sous-jacent en crypto. Alors tout simplement, vous arrivez chez le commerçant avec votre carte bleue, vous effectuez votre paiement et en même temps, au moment où vous faites votre paiement, vous avez une partie de vos cryptos qui sont vendus pour pouvoir effectuer ce paiement. Et là, c'est tout naturel, c'est tout transparent. Et le commerçant ne sait même pas en fait que vous l'avez payé avec de la crypto. Parce qu'il y a une transformation pour lui en euros, vers l'euro, quand il le reçoit. Lui, il reçoit directement des euros qui ont été générés par la vente de vos cryptos sur votre plateforme. D'accord. Donc c'est complètement transparent et je pense que c'est surtout vers ça où on va aller. Ça va se développer dans les mois qui viennent. Noah vous demande, Morgane, sur quelle plateforme conseilleriez-vous à un étudiant n'ayant aucune base en crypto de débuter? Et surtout, dans quelle crypto lui conseillez-vous d'investir avec un capital de 10 euros? Allez, on commence à 10 euros, c'est bien. Moi, je lui recommanderais la plateforme que j'ai utilisée personnellement quand j'ai démarré dans ce secteur. Donc, j'avais aucune notion. Et c'est Coinbase. Coinbase a quand même une interface qui est très user-friendly. Et en quelques clics, on achète en fait notre premier crypto actif. Alors, comment est-ce que ça va se passer pour notre auditeur? Il va en fait créer un compte. Je précise que, moi, c'est ce que je recommande toujours, d'avoir une adresse mail peut-être qui est dédiée à l'univers des cryptos. Ensuite, il va devoir prouver son identité. Il va faire ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, et puis il va lier tout simplement son moyen de paiement. Alors, avant de répondre à la deuxième question, qui est quelle crypto est-ce que je lui recommande pour ses 10 premiers euros, je vais d'abord faire quelque chose, c'est le féliciter. Je félicite cet auditeur parce qu'en fait, il a compris quelque chose d'essentiel. C'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir 10 000 euros ou 100 000 euros pour investir dans notre secteur, particulièrement dans la classe des cryptoactifs, et le minimum, c'est justement 10 euros. Donc, bravo à lui de se lancer. Et 10 euros, c'est vraiment le minimum pour la plupart des plateformes d'achat quand elles sont spécialisées dans l'univers des cryptoactifs. Ce que je lui recommanderais, ce serait Bitcoin. Bitcoin, on en parle souvent, mais il y a une raison. C'est la toute première, non seulement la philosophie, mais aussi comprendre concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'acheter sa première crypto? Il va acheter des morceaux de Bitcoin, des fractions de Bitcoin. Je rappelle qu'il ne faut pas acheter un Bitcoin entier. Ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. C'est l'idée d'acheter des toutes petites parts. La plus petite unité du Bitcoin, c'est un Satoshi, en hommage à Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin. Et donc, c'est le 8e chiffre après le 0. Donc, c'est une vraiment petite fraction. Et donc, avec ces 10 euros, notre jeune auditeur, il va pouvoir accumuler pas mal de Satoshi. Et ça va lui permettre de comprendre et de se familiariser avec l'écosystème, d'avoir aussi une notion de volatilité, puisqu'il va être exposé à la volatilité, la gestion de ses émotions aussi. Donc, il y a vraiment tout ce parcours, j'ai envie de dire, de la première fois qui va être très formateur pour lui.
Et puis pour terminer, il a une chance incroyable. C'est un étudiant, donc il est jeune et il va avoir un allié redoutable qui va travailler pour lui. Et c'est le temps. C'est le temps. Donc s'il a une vision long terme et qu'il met en place peut-être un DCA, on en a déjà parlé dans cette émission, un dollar cost averaging, donc c'est-à-dire un achat avec une fréquence, toujours pour la même somme, peu importe si l'actif monte ou descend, eh bien il sera favorisé à l'avenir. Si vous avez aussi des doutes sur la sécurité de l'endroit où vous mettez vos cryptos, pensez à toutes les plateformes qui, quoi qu'il arrive, sont agréées MiCA, oui. Évidemment, celles qui sont vraiment, qui ont été validées par les autorités. C'est vrai que c'est important et c'est un gage de confiance, en effet, également pour commencer. Noam Manuel vous demande, existe-t-il une possibilité d'investir indirectement dans les cryptos via un PEA, notamment à travers des ETF? Alors c'est une excellente question parce qu'il faut rappeler que lorsque vous investissez dans la crypto, que vous achetez du Bitcoin ou d'autres cryptos, vous avez un prélèvement forfaitaire sur vos plus-values qui est relativement important, aux alentours de 30%. Donc avoir des cryptos sur un PEA, ce serait quelque chose de potentiellement extrêmement intéressant. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le PEA, qu'est-ce qui est autorisé? Le PEA, vous ne pouvez aujourd'hui acheter que des actions qui sont soit des actions, soit des fonds qui sont basés principalement en Europe. Il faut que les actions ou les fonds soient sur 75% d'entreprises qui sont situées en Europe. Mmh. Or, à l'heure actuelle, si on regarde les ETF, la plupart du temps, ce sont des produits gérés par des entreprises américaines. Oui. Donc, immédiatement, ils ne sont pas couverts. Et en plus, ce sont des produits qui ne représentent pas des actions d'entreprises. Donc déjà, ça nous enlève beaucoup de possibilités. Qu'est-ce qui reste? Il reste la possibilité, on en trouve sur le marché européen, des produits dérivés qu'on appelle des ETP ou des ETN. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout de la dette d'entreprise qui représente un avoir en crypto. Malheureusement, la plupart du temps, elles ne vont pas pouvoir rentrer dans un PEA, mais elles peuvent être utilisées pour des comptes titres classiques. On peut également s'orienter vers les entreprises du monde du minage ou bien vers des exchanges qui sont d'ores et déjà cotés en bourse. Ça, c'est la situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est que non, on ne peut pas dire qu'on ait la possibilité d'avoir du Bitcoin même sous la forme de produits dérivés à travers un PEA. Malgré tout, il y a quelque chose de potentiellement très intéressant qui se dessine à l'heure actuelle. On a tous entendu parler de la nouvelle entreprise qui est créée à l'heure actuelle par Eric Larchevêque, oui, qui s'appelle The Bitcoin Society, ou BTSO. Et ce qui va être très intéressant, c'est que BTSO, ça va être une entreprise qui est d'ores et déjà cotée à Euronext et qui va avoir du capital en Bitcoin, donc ce qu'on appelle une Bitcoin Treasury Society, qui du coup, dont les actions devraient suivre plus ou moins de près le cours de Bitcoin. Et là, a priori, ça devrait être possible de les avoir à l'intérieur d'un PEA. Mmh. Donc, The Bitcoin Society, ils vont bientôt, début 2026, faire une levée de fonds avec une émission d'actions. Et là, ça va être relativement intéressant de voir si on va pouvoir utiliser un PEA pour les conserver. Oui, intéressant, effectivement, on suivra ça. Cette question d'Emmanuel pour Morgane. Je souhaiterais me former aux cryptos. Savez-vous s'il est possible de faire financer l'une de ces formations via le CPF? C'est vrai qu'en France, on a beaucoup ce réflexe. Morgane. Oui, alors déjà, merci pour la question, Emmanuel. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a déjà posée dans le passé. Et merci pour l'intérêt, du coup, pour mes offres et services. Alors non, malheureusement, ma formation ou même les week-ends en présentiel que je propose ne sont pas finançables par le CPF. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré dans ce secteur, en fait, je n'étais pas, c'était pas programmé que je devienne formatrice. J'avais simplement fait une conférence devant une salle entière et puis un podcast. Les gens m'ont demandé pour se former avec moi, ils m'ont demandé si je te paye, est-ce que tu peux m'expliquer? Je me suis dit, ah d'accord, donc peut-être qu'il y a de la demande. J'ai simplement répondu à la demande. Et c'est vrai que ma formation, elle est structurée en 5 modules, 44 vidéos. Mais j'ai collaboré avec des avocats, notamment un cabinet à Paris pour les résidents français, pareil avec un avocat en Belgique pour les Belges. Et c'est vrai que l'idée, c'était surtout de transmettre mon expérience. Et le fait que je sois indépendante et que j'ai une liberté, on va dire, éditoriale, si je peux dire ça comme ça, sur ma formation, ça me permet en fait d'avoir transmis mon expérience de la manière dont je la jugeais la plus pertinente et la plus pédagogue possible, de pouvoir aussi rajouter peut-être de l'actualité. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je garde toujours cette indépendance. Et pareil, on me demande souvent, est-ce qu'on peut te rencontrer
Oui. J'organise des week-ends, comme j'en ai parlé dans la dernière émission. Fin janvier, il y en aura un. Exactement, le 24 et 25 janvier. En fait, c'est le week-end prochain. En Belgique, cette fois-ci, je l'avais fait en France la dernière fois. J'alterne entre France et Belgique. Et c'est vrai que ça, c'est un week-end immersif. On est ensemble pendant un week-end. C'est dans un très bel hôtel qui est listé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est un lieu un peu mythique. Forcément, ça a un coût, puisqu'il y a une salle de conférence, il y a un dîner 3 services le 24 au soir. Donc, je ne peux pas proposer ça gratuitement. Par contre, pour ceux que ça intéresse, j'ai proposé de facto sur mon site un paiement en 2 fois ou 3 fois. Pourquoi ? Parce que pour moi, l'argent ne devrait pas être un problème pour se former. Et donc j'ai toujours dit, même aux lecteurs de ma newsletter, si jamais il y a une demande de paiement en plusieurs fois, c'est sur simple échange de mails, c'est quelque chose quand même que je propose, je voulais le dire. Et la manière la plus simple de se former, de faire un premier pas qui est 100% gratuite, c'est ma newsletter, elle est hebdomadaire. Je donne mon actualité, je donne aussi parfois des avantages justement sur mes offres et services pour l'auditeur qui nous pose la question. Et puis surtout, je donne le replay de cette émission. Tout ce qu'on partage en général ici, puisqu'on répond aux questions des auditeurs, je le partage aussi aux plus de 2000 personnes qui m'ont rejoint dans ma newsletter. Il y a cette émission Formez-vous, quoi qu'il arrive. Il y a aussi beaucoup de programmes gratuits sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont accessibles de la part de professionnels. Et c'est vrai qu'il faut se former, ne pas faire n'importe quoi. Ce sont des sujets basiquement techniques, on est bien d'accord. On parlait d'arnaque tout à l'heure. On a reçu ce mail de Lucas cette semaine. J'ai une question un peu hors sujet. Dit-il, j'ai des USDT sur mon portefeuille Budget et j'ai une phrase de récupération qu'il nous a donnée, en l'occurrence. Puis-je savoir comment je peux les transférer vers Binance ? Il nous a un peu alerté ce mail, Manuel. Alors, bien souvent, on voit sur les réseaux sociaux ce genre de messages. Et il faut être extrêmement méfiant parce que, alors déjà, la première chose qu'il faut absolument souligner et dire à tous les auditeurs, c'est de ne jamais révéler publiquement la passphrase, ce qu'on appelle la seed d'un portefeuille, parce que si vous publiez la seed d'un portefeuille, n'importe qui la récupère a la possibilité de prendre l'intégralité de vos fonds. Alors, la plupart du temps, quand on voit ce genre de choses, soit c'est quelqu'un qui a été malheureusement extrêmement naïf et qui va perdre ses fonds rapidement, mais ça peut aussi être des opérations malhonnêtes. Alors, comment ça se passe ? Tout simplement, la personne, elle va publier une passphrase. Quelqu'un va voir la passphrase, va l'intégrer à son portefeuille, va remarquer que, tiens, effectivement, il y a des fonds dessus, mais ils ne sont pas immédiatement dépensables. Pour les dépenser, je vais devoir injecter un peu de crypto sur le portefeuille. Et à la seconde où vous allez injecter ces cryptos, immédiatement, on va vous voler le contenu de ce que vous avez injecté dessus. Ouais. C'est un piège, c'est un hameçon qu'on met pour piéger les gens. Malheureusement, il y a beaucoup de ce genre d'escroqueries dans les réseaux sociaux qui sont consacrés à la crypto. Donc, méfiez-vous toujours, ne publiez jamais votre passphrase. Jamais. Et n'essayez pas de récupérer la passphrase que quelqu'un aura postée de façon naïve. Oui, c'est ce qu'on nous disait cette semaine dans notre émission spéciale sécurité de mardi que vous pouvez revoir sur notre site et notre appli. C'est que la plus grande, la façon la plus commune d'accéder à vos cryptos, c'est vous-même. Donc, il faut vraiment faire attention aux SMS que vous recevez, aux messages que vous recevez sur les réseaux sociaux et ne pas répondre et ne cliquer sur rien. Il n'y a absolument aucune raison de communiquer ces informations quand on vous les demande. Toussaint vous demande, Morgane, et une question également de Catherine qui va avec. Alors Toussaint demande, que pensez-vous du portefeuille Best Wallet ? Et Catherine demande si on connaît un logo qu'on va regarder tout à l'heure. On va commencer par répondre à la question de Toussaint, Morgane. Best Wallet. Bien sûr. Alors, Best Wallet, je ne recommande pas. Alors, c'est pas Best Wallet directement que je ne recommande pas. Je vais essayer d'expliquer mon propos. C'est les portefeuilles de type chaud. Il faut comprendre que quand on veut être 100% souverain de nos actifs, en fait, on va devoir être propriétaire de nos fameuses clés privées. Les seed phrase, passphrase, de manière générale, représentent les clés privées. Une clé privée, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui va prouver sur la blockchain que je suis bien le véritable propriétaire de mes actifs. Et c'est ce qui va me permettre de dépenser en fait mes cryptos. La plupart du temps, sur les plateformes centralisées, c'est elles qui prennent en custodie. Ce sont des exchanges custodiennes. Ils prennent pour vous vos clés privées en gestion. Quand vous voulez être souverain, vous allez donc transiter, faire une transaction de vos actifs sur un portefeuille. Mais tous les portefeuilles ne sont pas égaux. Et en fait, on a deux grandes familles de portefeuilles, les portefeuilles de type chaud et les portefeuilles de type froid. Les portefeuilles de type chaud sont connectés sans arrêt à Internet. Et en fait, c'est une extension
Très rapidement, on peut effectivement télécharger un portefeuille sur un smartphone, sur un ordinateur. C'est 100% gratuit. Vous allez recevoir 12 mots de passe et vous pouvez tout de suite envoyer vos cryptos sur ce type de portefeuille. Le problème, c'est que comme ce sont des portefeuilles de type chaud connectés sans arrêt à Internet, ils sont beaucoup plus exposés à tous les problèmes qui peuvent arriver de piratage, de hack ou autre. Et donc, de manière générale, l'histoire nous a montré que faire confiance à des portefeuilles de type chaud, Hot Wallet, que ce soit Best Wallet, que ce soit Trust Wallet, la question de Catherine. C'était la question de Catherine qui demandait si on connaissait ce logo de Trust Wallet. Totalement. Alors, et c'est ça qui est fascinant. Avec Trust Wallet, donc Best Wallet, c'est un premier exemple. Trust Wallet, c'est un autre exemple, mais qui est encore plus parlant. Pourquoi ? Parce que derrière, on a Binance. Binance qui propose quand même Trust Wallet. Binance qui a été créé par CZ. Donc, c'est une personne qui est quand même assez connue dans l'écosystème. Binance, c'est un des exchanges les plus connus au monde. Et pourtant, leur portefeuille à eux a eu un problème, alors la veille de Noël. Le 23 décembre 2025, plus de 7 millions de cryptos ont quand même été hackés. Donc elles ont été prises aux détenteurs de ces portefeuilles-là, 3 millions en Bitcoin et plus de 3 millions en ETH. Ce que ça nous montre, c'est que même en étant backé par des grandes sociétés et des grands personnages, tout portefeuille qui est connecté sans arrêt Internet, qui est un hot wallet, n'est pas une solution viable. Alors la bonne nouvelle, c'est que il y aura une compensation qui va être donnée pour les personnes qui avaient fait confiance à Trust Wallet, mais la réalité, c'est que je trouve que le risque est beaucoup trop grand. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire la différence entre un portefeuille gratuit et un portefeuille qui est de type cold wallet, donc c'est-à-dire qu'il est froid. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est tout simplement hors ligne. Oui, c'est ça. Et ça, c'est une garantie qui est quand même super importante. Il y a beaucoup moins de problèmes qui peuvent arriver à un cold wallet qu'à un hot wallet. Et les hot wallets, vraiment, je les recommande dans quel cas ? Je vais quand même essayer d'être la plus exhaustive possible. Si jamais vous allez faire du farming, si jamais vous allez sur des plateformes de DeFi, de lending, que vous voulez acheter une petite crypto qui n'existe pas sur les grands exchanges et qui existe par exemple sur un DEX, type Uniswap ou autre, là oui, vous allez utiliser Phantom Wallet sur Solana, vous allez utiliser Metamask ou Rabi Wallet sur Ethereum, etc. Mais ça doit être une petite partie de votre patrimoine. Et c'est pour faire une opération, il faut que ça ait du sens. On ne met pas 100% de son patrimoine en crypto sur un hot wallet. C'est beaucoup trop dangereux. Par contre, les cold wallets, si vous les utilisez, il y a la gestion des 24 mots de passe, c'est une réalité. Même un 25e mot pour ceux qui veulent rajouter un petit mot supplémentaire pour avoir une sécurité renforcée, c'est possible aussi. Faites bien cette gestion-là, donc support papier, support métallique, et en 3 exemplaires, c'est ce que je dis souvent aussi. Et ne cliquez pas sur n'importe quoi. Je reviens sur ce qu'on a dit juste avant. En fait, sur par exemple Ledger Life, vous allez recevoir des NFT que vous n'avez pas demandé. Vous allez recevoir des cryptos que vous n'avez jamais demandé pour des montants. En général, c'est 10 000 € le minimum. Donc, ça nous donne envie de cliquer dessus. Surtout pas. C'est une tentative d'avoir accès à votre portefeuille. N'ouvrez pas la porte. Ça, c'est très important. Ne jamais cliquer. Et aussi faire des mises à jour. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui ont des cryptos depuis un petit moment, notamment sur Ledger ou un autre portefeuille, eh bien en fait, ils ne font jamais les mises à jour. C'est très risqué parce qu'à un moment, quand on va vouloir réutiliser le portefeuille, il y a des soucis de batterie, il y a des soucis de connexion. Donc, une petite mise à jour, je dirais tous les mois, ou tous les 3 mois, ce serait quand même une bonne idée. Oui, c'est bien de leur dire, effectivement, gardez ça en tête. Il faut aussi se connaître, vous le dites souvent, en tant qu'investisseur et savoir si vous êtes capable de supporter la responsabilité d'une clé comme celle-là. Mais il faut y avoir pensé. Robert vous demande, Manuel, une question un petit peu longue, mais elle est intéressante. J'ai réalisé de nombreuses conversions de crypto entre elles, avec certaines plus-values et d'autres en moins-values. Les premières années, je n'ai pas noté précisément les plus-values et les moins-values réalisées à chaque opération. Pour être honnête, avec plus de 80 cryptos répartis sur différents portefeuilles et plateformes, j'ai essayé à un moment de tout reconstituer, mais c'était vraiment trop compliqué. En cas de retour en monnaie fiat, comment justifier l'ensemble de ces plus-values et moins-values ? Cela me semble très complexe, voire impossible à calculer. Quelle serait la meilleure solution ? On s'est tous trouvés l'année dernière, au moment des déclarations, dans cette situation, ce questionnement. C'est vrai que c'est complexe, Manuel. Alors, il faut rappeler 2 choses. La première, c'est que lorsqu'on fait des transactions en crypto de façon occasionnelle, de temps en temps, on va dire quelques transactions par an, on ne va pas avoir ce genre de problématique. Parce que les autorités fiscales ne vont regarder que 2 choses. La première, c'est combien vous avez mis en euros à l'entrée et combien vous ressortez en euros à la sortie. Ensuite, vous faites une simple règle de 3 et c'est combien vous devez au fisc avec les 30% que vous devez au titre de la taxe forfaitaire.
Maintenant, l'auditeur, il parle quand même de transactions qui sont réalisées sur plusieurs années, avec plus de 80 cryptos répartis sur différents portefeuilles et plateformes. Alors là, je pense qu'on commence à rentrer dans quelque chose qui est totalement différent, ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais l'auditeur a un contrôle fiscal, il pourrait très bien se voir requalifié en considérant que cette activité de trading de crypto est devenue une activité professionnelle. Et auquel cas, là, on n'est plus sur la même chose. Et là, il doit absolument apporter la preuve de chaque plus-value sur chaque transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante. Alors, il dit, j'ai abandonné parce que c'était trop fastidieux. Ben non, à partir du moment où vous avez une activité professionnelle, il faut faire les choses correctement. Il faut tout mettre en place, et aussi cette partie-là. Et aussi cette partie-là, parce que l'État viendra vous demander des comptes. Alors, il faut rappeler que le fisc travaille sur un principe qui est le principe de la bonne foi démontrable, c'est-à-dire que la personne doit essayer de montrer la meilleure foi sur qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a essayé de récupérer l'ensemble de l'historique de toutes ces transactions, mais elle doit absolument fournir un état des lieux détaillé et faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir le faire. Manuel, l'année dernière, on promettait que cette année, les plateformes elles-mêmes fourniraient finalement les documents nécessaires à l'administration. Est-ce que ce sera fait en 2026 ou cette obligation-là, elle n'a pas encore été validée pour les plateformes? C'est-à-dire qu'après, l'administration n'avait plus qu'à mettre en parallèle ce qu'a fait l'investisseur et ce qu'a fait la plateforme en face. C'est le cas ? Ça va être le cas, ça va être la directive DAC 8. Ça rentre dans le cadre de DAC 8. Exactement. Ouais. Et alors après, quand on parle de multiples plateformes qui pourraient éventuellement être situées hors de l'Union européenne, ceux-là, elles ne seront pas ce genre de choses. Par contre, normalement, toutes les plateformes crypto peuvent vous offrir un historique complet de toutes les transactions que vous avez réalisées. Et puis après, il faut sortir le tableur et faire tous les efforts nécessaires. C'est ça. Il y a quand même des sociétés qui nous permettent de le faire. On en a reçu dans cette émission, Waltio notamment, qui est un acteur français, qui fait ça très bien. Et franchement, ça ne vaut pas le coup de s'embêter, surtout si vous avez énormément d'opérations et que vous n'y connaissez pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il faut s'occuper de toute façon de cet aspect des choses également. Une question de Pierre pour vous, Morgane. Qu'est-ce que le trilemme des blockchains ? Je vais quand même expliquer qui c'est. Donc, c'est le cofondateur d'Ethereum, donc avec la crypto-monnaie, la deuxième en termes de capitalisation, qui est Ether. Il a parlé du trilemme des blockchains, donc pas dilemme, on a l'habitude de dire dilemme, mais trilemme, parce que pour lui, il y a 3 axes essentiels que toute blockchain essaye en tout cas d'atteindre à son maximum. La décentralisation, la scalabilité et la sécurité. Pour lui, on ne peut pas être, en tout cas une blockchain ne peut pas gagner sur tous les plans. Par exemple, on a Bitcoin. Bitcoin n'a pas été pensé pour être une blockchain qui est scalable. C'est une blockchain qui est sécurisée. C'est une blockchain qui est extrêmement décentralisée, mais elle n'a pas vraiment de scalabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais peut-être expliquer les 3 termes. Scalabilité, ça veut dire qu'on peut avoir un grand nombre de transactions et pouvoir les gérer en un temps qui est relativement correct. Mais aussi la capacité d'avoir beaucoup d'utilisateurs, peut-être une centaine d'utilisateurs au départ, mais de passer aux millions d'utilisateurs sans que les frais explosent complètement. Donc c'est vraiment cette capacité de gérer un grand nombre d'utilisateurs ou de transactions. La sécurité, ça va être l'idée de ne pas... donc par exemple, la décentralisation, désolée, je vais commencer par la décentralisation. Je me suis emmêlé les pinceaux, mais du coup, la décentralisation, c'est l'idée qu'il n'y ait pas un organe central qui va décider pour tout le monde. Et la sécurité, c'est le fait de pouvoir en fait se protéger des attaques, le fait aussi qu'on ne puisse pas modifier la moindre transaction et le fait qu'on puisse authentifier aussi et valider les transactions sur une blockchain. Et ça, c'est capital. Donc, c'est vrai que c'est 3 axes super importants. Et par exemple, Ethereum, ils se sont focalisés sur la scalabilité. Quand Vitalik Buterin, mais pas que Vitalik Buterin, il y avait Charles Hopkinson, il y avait plusieurs personnes. Ils ont décidé de faire une blockchain qui sera scalable, qui avait cette programmabilité. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'avènement de la DeFi, tout ce qui est smart contract. C'est grâce à Ethereum finalement que tout ça a été créé. Eh bien, c'est parce que Ethereum avait vraiment cette volonté de pouvoir faire des choses concrètes, des applications qui seraient décentralisées. Et ils ont réussi. Malheureusement, parce qu'ils sont extrêmement scalables, ils ont, là où le bas blesse, c'est la décentralisation. Et c'est aussi un petit peu l'aspect sécurité. Solana, qui est le concurrent numéro 1 finalement
d'Ethereum. Pareil, extrêmement scalable, mais par contre, là où le bas blesse de nouveau, eh bien, ça va être la décentralisation et la sécurité. Donc quand vous observez une blockchain pour la première fois, ou un projet, demandez-vous, est-ce que cette blockchain est scalable, ou est-ce qu'elle est extrêmement sécurisée, ou est-ce qu'elle est extrêmement décentralisée? Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose. Et puis Vitalik Buterin apparemment aurait trouvé la solution à ce trilemme. Récemment, il a annoncé dans un tweet, on a réussi à résoudre le trilemme des blockchains. Donc on verra avec les mises à jour qui vont arriver sur Ethereum, est-ce qu'ils vont vraiment réussir ou pas à réussir en fait à être autant décentralisés que sécurisés que scalable. Pour compléter, vous voulez rajouter quelque chose, Manuel? Ah non, c'est absolument ça. Le Vitalik Buterin a pas mal surpris le monde de la crypto en annonçant avoir résolu cette problématique qu'on pensait à peu près éternelle, parce qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sur à peu près tous les domaines. On va voir effectivement si il parvient à résoudre cette problématique technologique, et ça donnerait évidemment beaucoup de force à Ethereum sur le marché. On verra ce que ça donne dans les mois qui viennent. Merci à tous les deux. Morgane Henland, fondatrice de Crypto 360, Manuel Valente, directeur scientifique de CoinHouse. Je vais y arriver. On a d'autres questions. On n'a pas eu le temps d'y répondre, mais continuez à nous écrire. Crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Des questions de débutants, des questions d'investisseurs avertis. Toutes les questions sont les bienvenues. On y répond ensemble toutes les semaines sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.